Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce lundi, des chutes de neige records en Normandie et bientôt en Bretagne dans les prochaines heures. Des températures glaciales dans le nord du pays jusqu'à -9 demain à Lille. Nos journalistes seront sur le terrain. De nouvelles mesures pour lutter contre les contaminations. Depuis ce matin, toute personne testée positive aux variants sud-africains ou brésiliens doit rester à l'isolement pendant 10 jours. Un collège a été entièrement fermé dans le Val d'Oise. Une petite révolution pour ceux qui achètent leur logement. De nombreux agents immobiliers se transforment en influenceurs. Ils utilisent les réseaux sociaux et leur talent d'acteur pour faire visiter des appartements ou des maisons. Dans ce journal également, notre enquête sur les chiens qui mordent. Ce ne sont pas toujours les plus gros. Le contexte et la manière dont ils ont été élevés comptent au moins autant que leur taille. Enfin, nous étancherons notre soif d'évasion en prenant une leçon de luge. En Suisse, ce n'est pas qu'un jeu d'enfant, c'est presque une passion nationale. Il n'y a pas si longtemps, les facteurs ou les instituteurs se rendaient au travail sur un drôle d'engin dérivé de la luge et du vélo. Les vêtements chauds, les doudounes et les gants étaient de rigueur aujourd'hui dans l'ouest et le nord de la France. La neige est déjà tombée en abondance, mais ce n'est rien comparé à ce qui nous attend dans les prochains jours. Si Météo France ne se trompe pas, les températures ressenties pourraient être bientôt de -16 degrés. Anaïs Lebranchu, Antoine Santos, Marion Fiat et Nicolas S. De la neige à perte de vue sur les plages normandes. Sur cette partie de la côte fleurie, ce n'était pas arrivé depuis 8 ans. Le ciel, il est plein de neige, on sent que ça va encore venir. Puis bon, c'est agréable. Magnifique de voir la neige sur la plage, puis ça fait du bien, puis c'est calme. J'adore la neige, et là vraiment avec la mer, je me suis levé très tôt ce matin quand j'ai vu la neige pour partir. C'est magique. Dans les rues, il faut racler les trottoirs et les pare-brises. Beaucoup ont été surpris par la neige. Sur les routes, vers 8 h ce matin, la circulation est difficile par endroits. On accélère en douceur. On a pris les chaînes au dernier moment et on a plutôt bien fait parce que ceux qui n'ont pas de chaîne galèrent un petit peu. Plusieurs voitures se sont déportées dans le fossé. J'ai glissé sur la 4 voies un peu plus loin là-bas, donc je me suis rabattue, j'ai fait attention, j'ai roulé à 50 alors que c'était du 110. En fin de journée, les routes étaient dégagées. Désormais, il faut craindre le verglas. Dans le nord, de la neige aussi, il faut bien se couvrir. Un collant en dessous de mon pantalon, j'ai mis un pull, en dessous de mon pull j'ai mis un t-shirt à manches longues, j'ai mis mon écharpe autour de ma capuche et après j'ai remis mon autre capuche par-dessus. C'est souche technique et après on empile. Ces flocons qui tombent, ces arbres décorés de neige, ça fait du bien. En Bretagne, il ne neige pas encore mais de fortes chutes sont attendues. Les saleuses ont été testées cet après-midi. Elles sont prêtes. C'est un épisode neigeux assez important, à la fois en intensité, parce que plus de 10 cm de neige en cumulé, on est sûr que la neige va tenir à un moment donné. Et puis sur la durée, on va être mobilisé plus de 24 heures. Cet épisode neigeux de l'ouest de la France devrait durer plusieurs jours. Il faut être né avant 1986 pour avoir déjà connu une telle vague de froid en Bretagne. À partir de demain, et pour la première fois donc depuis plus de 3 décennies, les 4 départements bretons, Finistère, Côte-d'Armor, Morbihan, Ille-et-Vilaine, vont être placés en vigilance neige et verglas. Bonsoir François-Xavier Ménage, vous êtes à Rennes, à quoi faut-il s'attendre ? Eh bien, ce sera compliqué bien sûr sur les routes et c'est la raison, vous l'avez vu, que c'est la raison pour laquelle les saleuses sont déjà en préaction et c'est aussi une des conséquences. Il n'y aura pas de transport scolaire pour toute la Bretagne demain. Les parents vont donc devoir faire autrement pour amener leurs enfants à l'école s'ils le souhaitent. Mais tout ça va dépendre bien entendu du niveau de la neige attendu, de 5 à 10 cm à partir notamment du milieu de journée jusqu'à 15 cm localement et ça va durer probablement pendant plusieurs jours parce que la neige devrait tenir. En milieu de semaine, les températures vont localement descendre jusqu'à -10 degrés la nuit. Il faut donc s'attendre à un épisode dont la Bretagne n'a pas toujours l'habitude. C'est un Breton qui vous parle. Merci beaucoup François-Xavier. N'oubliez pas les mitaines et le bonnet. Parmi les régions les plus touchées par cette vague, les départements du Nord et du Pas-de-Calais sont depuis ce soir en vigilance grand froid. Non loin de là, dans la Somme, les températures étaient aussi inhabituellement basses. Reportage à Amiens, Esther Lefebvre et Julien Clouzot. Le thermomètre affiche -3 degrés lorsque nous nous arrêtons au bord de cette route à Doulan, dans la Somme. Il faut travailler plus pour se réchauffer. Parce que si on reste à rien faire, on a la piquette, Pour l'instant, il continue d'installer ses canalisations d'eau potable, tant bien que mal.
Avec le froid, le caoutchouc est un peu plus rigide. On verra en fonction des conditions demain. Si vraiment il fait trop froid, on travaillera certainement pas. Car c'est une vague de froid glacial qui est en train de s'installer dans la région. À Amiens, le mercure frôle les 0 degrés et les habitants sont prêts. Polaire et puis ma doudoune que je vais au ski. Vous avez vu, je suis quand même bien équipée. Hein. Mais rien de tel qu'un café pour réchauffer la pause déjeuner de ses 2 collègues en télétravail à cause du Covid. Je prends sur moi d'avoir froid, mais le plaisir est là, en tout cas. C'est important de se revoir quand même. Hein. Ces sorties risquent pourtant de se raréfier. Entre -5 et -10 attendus cette semaine, avec une température ressentie bien souvent inférieure. J'ai l'impression qu'il fait -15. J'ai froid. Dans la Somme, le plan grand froid vient d'être activé. Tandis que les humains grelottent, les animaux sont eux parfois mieux lotis. Dans cet étable, 160 vaches laitières. Il n'y en a pas aucune qui frissonne, hein, vous savez, regardez, tout va bien pour elles. Elle ressent 10 degrés de plus que nous. Hein. Quand pour nous il fait 10 degrés, pour elle il fait 20. Quand il fait -2 ou -3, il fait 7 ou 8 degrés et tout va bien. Leur éleveur sera tout de même vigilant, notamment pour s'assurer que les abreuvoirs ne gèlent pas, car les températures devraient rester négatives jusqu'à la fin de la semaine. Et en regardant ces images, vous vous êtes sans doute posé la question d'où vient précisément cette vague de froid, ces températures glaciales qui devraient durer une semaine. Pour comprendre le phénomène, Laurent Aubaine et David Salmon nous emmènent en Sibérie. Presque partout en Europe du Nord, le froid et la neige ont d'une rare manière transformé les paysages. Une alerte avalanche a même été déclenchée sur ces collines du Yorkshire anglais, qui pourtant ne dépassent pas les 800 mètres d'altitude. Dans les ruelles de Prague, il est tombé 15 cm la nuit dernière. En Allemagne, jusqu'à 40 cm de neige ont perturbé les transports. Des avions ont été annulés, des trains sont à l'arrêt ou roulent au ralenti. Et les routes sont devenues dangereuses. Presque autant de neige aux Pays-Bas, de quoi lancer là-bas une rarissime alerte code rouge. Sur une carte du continent, cela donne ici en bleu une immense masse d'air très froide qui envahit petit à petit l'Europe. Ce froid nous arrive tout droit de Sibérie, de la Russie. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le fameux Moscou-Paris. Et ça se voit très bien d'ailleurs sur cette animation, sur cette masse d'air. Donc on est dans un flux de nord-est. Ce froid va s'accentuer surtout mercredi et jeudi. Rien n'empêche ce Moscou-Paris d'avancer, de s'installer. Et avec la bise qui l'accompagne, les températures ressenties pourraient descendre à -20 degrés sur le nord de la France. Des températures négatives que devraient connaître également les Pays-Bas pendant au moins une dizaine de jours. Météo très hivernale donc dans le nord du pays et exceptionnellement pluvieuse dans plusieurs départements de l'ouest et du sud-ouest ces derniers jours. C'est le cas en particulier à Saintes, en Charente-Maritime. Le pic de la Charente a été atteint ce matin, 6,20 m au plus haut depuis 13 ans. Benoît Cristal et Jean-Yves Chamblet sont sur place. L'eau est encore montée de plusieurs centimètres à Saintes. La crue de la Charente atteint 6,20 m. Alors que les évacuations continuent dans les quartiers les plus touchés, la police assume une nouvelle mission. Prévenir d'éventuels vols et rassurer ceux qui restent dans les quartiers inondés. Vous n'avez pas remarqué d'activité suspecte dans le quartier? Il n'y a pas de gens qui traînent un petit peu? Ils sont nombreux comme ce commerçant à rester, même si tous les voisins submergés sont partis depuis longtemps. On ne sait jamais, voilà, il y a toujours des profiteurs, on ne sait pas ce qui va se passer, quoi. C'est en fait la décrue qui inquiète les forces de l'ordre, quand les maisons abandonnées seront facilement accessibles. Plusieurs d'entre elles ont ainsi été cambriolées après la dernière crue historique, en 1994. C'est jamais plaisant, hein, de laisser une maison en plus où il y a 60 cm d'eau en dessous, le gaz vient d'être coupé, donc ils annoncent du froid. Il y en a qui appellent pour nous dire je pars, est-ce que vous pourriez surveiller ma maison? Et ça on les encourage le maximum à le faire parce qu'effectivement si on a des adresses précises, c'est plus facile de sécuriser ces secteurs-là. Près de 2000 habitations sont touchées par les inondations à Saintes et pourtant à peine 600 personnes ont été relogées. De toute évidence, beaucoup préfèrent rester chez eux, même si leur quartier est difficilement accessible. C'est le cas d'Anthony, qui se rend chez lui en kayak depuis une semaine maintenant. Ça reviendra, je pense, à la normale d'ici 15 jours, 3 semaines, pas avant.
Hors de question pour lui de quitter sa maison. Il ne veut dormir ni dans un hôtel, ni dans un gymnase. Je vous emmène dans mon jardin, voilà. Même s'il n'a plus le gaz de vie. Avec la vague de froid qui arrive, se faire couper le gaz, voilà, ça va pas être facile de rester à la maison. Moi, je vais rester là quand même parce que je suis un dur à cuire. La décrue devrait commencer demain dans cette ville de 25 000 habitants. Mais en raison de la pluie et des marées, elle s'annonce lente. Aucun habitant relogé ne retrouvera son domicile avant 10 jours au moins. Vous vous souvenez sans doute de ces images diffusées dans notre journal jeudi soir. La Garonne, sortie de son lit, avait submergé toute une commune, Couture-sur-Garonne, près de Marmande. Le niveau du fleuve avait atteint un niveau sans précédent depuis 40 ans. Nos équipes étaient allées à la rencontre des habitants. Nous y sommes retournés aujourd'hui. L'heure est au nettoyage et à l'estimation des dégâts. Reportage Yaël Chambon et Nicolas Forestier. Nous avions rencontré Maïté et Guy mercredi dernier. L'eau débordait dans les champs autour de chez eux. Et par précaution, le maire leur avait demandé de partir. Je vais vous demander d'évacuer parce qu'il y a un risque de rupture. Retour chez eux 5 jours plus tard. Je mesure 1m70, vous voyez, on est à 1m80 en gros. On pensait quand même pas que ça allait avoir de telles proportions. Non, je pense que personne ne se doutait que ça allait monter comme ça. L'heure est au bilan et les dégâts sont importants. Tous les éléments en bas qui sont foutus, on a les frigos, les congélateurs, tous les appareils ménagers sont morts, quoi. Et dans le jardin, Guy fait même une drôle de découverte. Ah, c'est un filet de badminton. Je pense pas que ça soit à nous, ça. Nous quittons Bassane, direction Couture, une des villes les plus touchées par les inondations. Et partout sur les routes, des tas de détritus laissés par les habitants. Voilà à quoi ressemblait Couture il y a 5 jours. Avec certaines maisons totalement coupées du monde, comme par exemple celle de Romain. Ici, c'était une île en fait. L'eau est montée jusque dans mon séchoir. On a un bateau, donc quand l'eau est montée trop haut, on a quitté la maison. Et comme on a une fille de 7 ans, on ne pouvait pas se permettre de rester là sans chauffage, sans électricité, enfin sans rien, quoi. Dans ce département agricole, la crue a fait d'autres dégâts. Ce maraîcher s'est installé ici il y a 2 ans et c'est déjà la 2e inondation. Elle est foutue, hein. Comme tout ce qui est passé sous l'eau. Il a perdu toute sa récolte, soit 120 000 €. Il va falloir être réaliste, hein. Si ça vient tous les ans comme ça, on ne peut pas donner notre énergie pour mettre en place quelque chose et en rien de temps, tout est foutu, quoi. Il hésite désormais à tout arrêter, car en zone inondable, il est impossible d'assurer son exploitation. Un mot de l'actualité judiciaire. 4 ans et demi après la mort d'Adama Traoré, un nouveau rapport commandé par les magistrats en charge de l'instruction attribue le décès du jeune homme de 24 ans à un coup de chaleur aggravé par les manœuvres d'immobilisation et de menottage des gendarmes à l'issue d'une course-poursuite. Ce rapport d'expertise a été rédigé par 4 médecins belges. Également dans l'actualité, cette nouvelle affaire de squatteur. Elle se passe près de Toulouse et elle est particulièrement douloureuse. Un homme de 88 ans ne peut plus rentrer chez lui depuis que des occupants illégaux ont pris possession de son domicile. Ils sont protégés par la trêve hivernale au moins jusqu'en juin prochain. Reportage sur place, Pascal Michel et Perrine Mislange. À l'approche de la maison, l'accueil n'est pas très chaleureux. Cette belle bâtisse des faubourgs de Toulouse est occupée illégalement depuis le mois de septembre. Une boîte aux lettres a été installée récemment, mais le nom du propriétaire se trouve près du portail. C'est Roland, 88 ans. Cette maison de 1934, c'est toute sa vie. Il ne peut même plus y entrer. Il y a des habits depuis 65 ans, et il y a des meubles, mon costume de mariage, il y a tout, et je n'ose pas y aller. Pourquoi ? Et comment ils vont me recevoir ? Roland ne vit plus ici depuis 2 ans, mais il y passe régulièrement. C'est le voisinage qui l'a alerté. Mais trop tard, les squatteurs étaient déjà installés depuis plus de 48 heures, inexpulsables d'après la loi. Ça a été signalé par une personne d'en face qui a vu l'effraction. Ils ont dû changer les serrures, ils sont installés là. Ils sont 8 ou 9 je crois. Il y avait des chiens au début, puis on ne les a plus vus. Le 26 octobre dernier, le tribunal d'instance s'est prononcé. Pas d'expulsion avant la fin de la trêve hivernale le 1er juin. C'est ma femme et moi. Roland comptait pourtant sur la vente de sa maison pour financer son séjour en EHPAD et rejoindre sa femme, qui s'y trouve déjà. Le juge, il a donné raison à eux.
C'est ça que je ne comprends pas. C'est plutôt à moi. Et oui, je suis en colère. Moi, j'ai 88 ans. Et cette maison a été tout le temps à moi. Et ils rentrent comme chez eux, là, comme si rien n'était. Une loi permettant d'accélérer la procédure d'expulsion a été votée en décembre 2020. La seule condamnation qu'il a obtenue à l'encontre des squatteurs, c'est une amende de 500 €. Ouvrons notre page santé à présent avec ce changement qui concerne plus de 4 millions d'élèves d'école primaire et leurs parents. Depuis ce matin, les masques artisanaux en tissu sont interdits en classe, jugés pas assez filtrants face aux variants qui circulent en France. Seuls les masques de catégorie 1 en textile, homologués ou chirurgicaux sont autorisés, ce qui représente bien sûr un coût supplémentaire pour les familles. Illustration à Paris, à Lille et à Montpellier. Sander Rendez-Adret, Karine Bétain. Depuis ce matin, les règles ont changé. Il vient d'où ce masque? Il est fait par ma mère. Donc il n'est pas autorisé à l'école? Non. Fini les masques artisanaux. Et à la sortie des écoles, certains parents ont du mal à dissimuler une grimace. On avait fait des masques maison qui restent donc du coup maintenant à la maison. On va les jeter, hein. Bon, c'est embêtant, parce qu'on les a achetés, ça nous a coûté aussi. Désormais, seuls sont autorisés les masques en tissu, homologués de catégorie 1 ou les masques chirurgicaux. Il est joli le tien, il y a quoi dessus? C'est des chats. Une décision qui alimente les discussions entre parents d'élèves. Que ce soit artisanaux ou chirurgicaux, qui sont mis, remis, démis, enfin voilà, donc ça sert strictement à rien. C'est un peu difficile, elle a pris l'habitude des masques tissus. Elle dit que c'est plus facile pour elle de respirer avec ce masque. Donc après, je pense que ça va être une question d'habitude. Le premier problème, il est pour les enseignants qui doivent contrôler. Je suis avec celui-là. Ce matin, cette directrice montpelliéraine a eu un doute. C'est très difficile. Il n'y a pas de petits sigles pour savoir ce que c'est. Donc, on va lui donner un de la mairie. C'est pas le rôle non plus du chef d'établissement de fliquer, comme vous dites, les élèves. Deuxième problème, un surcoût pour les familles. Un budget, c'est un budget. Il n'y a pas de petit budget, tout c'est l'argent. Hein. Ça coûte dans les 10 € les 50 masques, donc c'est un petit budget. Quand on a 2 enfants, voilà, c'est un peu moins de goûter, un peu moins de bonbons. Hein. Oh, quand même pas. Non, quand même pas. Question confort, parmi les plus grands, certains ont déjà leur astuce. Quand je suis à l'école, je garde mon masque chirurgical, parce que c'est obligatoire, et sinon après, je mets mon masque en tissu qui est bien plus confortable. Être masqué n'empêche pas de sourire. Très astucieux, en effet. Éviter les contaminations n'est pas toujours facile. À Aubonne, dans le Val d'Oise, 2 cas de variants sud-africains ont été détectés dans un collège. L'établissement a été fermé. Il ne rouvrira qu'après les vacances scolaires. Une campagne de dépistage massif a été lancée dans la commune, en commençant dès demain par les collégiens et leurs familles. Partout en France, toute personne testée positive aux variants brésiliens ou sud-africain doit désormais rester à l'isolement pendant 10 jours et non plus 7. Pour quelles raisons précises? Jean-Marie Bagayoko et Hippolyte Corneille. Pour l'instant, il ne représente qu'1% des nouveaux cas. Mais jour après jour, les variants sud-africains et brésiliens gagnent du terrain. À partir du moment où les variants sont déjà sur le territoire, eh bien, ils vont se multiplier. Et c'est pour cette raison que je plaide, et les autorités vont dans ce sens, pour renforcer l'isolement et le traçage. Pour contenir ces deux menaces, la Direction générale de la santé renforce le dépistage. Désormais, si un test antigénique ou PCR se révèle positif, un nouveau test PCR dit de criblage sera effectué dans un délai maximum de 36 heures. Grâce à cette technique rapide, ce laboratoire passe au crible 50 000 tests positifs par jour. Ici, on peut détecter des variants en quelques heures. En maîtrisant la circulation de ces variants, on va pouvoir apprécier l'adaptation des mesures barrières. On sait que ces variants ont une capacité à se propager plus rapidement. Donc s'ils circulent plus vite, il faut être plus vigilant sur les mesures barrières. Autre mesure, la prolongation de la durée d'isolement. Pour les personnes infectées par les variants sud-africains et brésiliens, elle passe de 7 à 10 jours. Le variant sud-africain, le variant brésilien nous oblige à changer de stratégie. La durée de l'isolement a été augmentée du fait de l'hypercontagiosité de ce type de virus. C'est ça. Toutes les personnes isolées à cause d'un variant recevront la visite d'un infirmier libéral. Bonjour, ça va? Objectif, évaluer les conditions d'isolement à domicile et proposer dans certains cas des solutions d'hébergement. On a l'œil?
pour voir si une situation d'isolement va pouvoir être possible chez quelqu'un ou pas, ou plus compliquée. Pareil, s'il y a beaucoup de gens dans l'appartement, ou alors s'il n'y a qu'une personne, on va pouvoir trouver des solutions avec eux. Dans les écoles aussi, le protocole sanitaire est renforcé. Si un enfant est testé positif aux variants sud-africains ou brésiliens, c'est toute la classe qui devra fermer. Parmi les publics prioritaires pour se faire vacciner, les personnels d'EHPAD, les infirmières, les médecins. C'est d'ailleurs en tant que médecin, profession qu'il exerçait encore il y a quelques mois, que le ministre de la Santé, Olivier Véran, a reçu ce matin au centre hospitalier de Melun une première injection du vaccin AstraZeneca homologué il y a quelques jours par les autorités sanitaires. Parmi les établissements fermés depuis 3 mois pour cause d'épidémie, il y a les musées. De nombreux directeurs d'établissements font pression sur le gouvernement pour pouvoir rouvrir, arguant du fait, par exemple, que les bibliothèques sont ouvertes. Le maire Rassemblement national de Perpignan, Louis Alliot, est allé plus loin. Il compte ouvrir les 4 musées de sa ville dès demain. Ce soir, la préfecture des Pyrénées-Orientales a saisi la justice pour annuler cet arrêté d'ouverture. Reportage sur place, Aurélie RL et Lucas Garcia. Tout est prêt dans ce musée pour accueillir le public dès demain matin. Une jauge restreinte, 100 visiteurs, pas plus, 1 pour 10 mètres carrés. Ils devront impérativement respecter les distances, 2 mètres entre chaque personne. Nous aurons par salle d'exposition 2 agents de gardiennage qui seront là pour surveiller que les distances soient respectées entre chaque visiteur. Dès l'entrée, un sens de circulation pour ne pas se croiser et un protocole sanitaire strict. Du gel hydroalcoolique. Les masques, bien entendu, sont obligatoires dès l'entrée principale. À Perpignan, certains attendent cette réouverture avec impatience. Je pense que c'est formidable parce que ça manque beaucoup. Donc c'est une bonne chose, moi j'irai en tout cas. On a le droit d'aller faire nos courses, je vois pas pourquoi on aurait pas le droit d'aller au musée du moment que les distances sont respectées, on porte des masques, il y a du gel à l'entrée. Pourtant, aucune décision du gouvernement n'a été prise. Mais le maire veut aller plus vite. Il vient juste de prendre des arrêtés pour ouvrir gratuitement dès demain 4 musées de la ville pendant 1 mois. Moi je pense que ça commence un peu trop traîner. On voit bien qu'on arrive au bout de l'exercice, confinement, déconfinement, annonce de confinement. Donc voilà, le virus il est là, on a bien compris ce que je disais, traitement, vaccin, on en tient compte. Et il y a des lieux que l'on peut organiser mieux que d'autres. Eh bien, les musées font partie de ces lieux. Mais les musées pourront-ils vraiment accueillir le public demain ? La préfecture vient de saisir le tribunal administratif pour demander l'annulation de ces réouvertures. Ces derniers mois, beaucoup de Français se sont posé la question. Et si je changeais de ville, de métier, d'horizon l'an dernier pour réaliser leurs rêves ou acquérir de nouvelles compétences, 17 millions de Français ont suivi une formation grâce au dispositif Mon Compte Formation. Quelles ont été les formations les plus demandées ? Plombier, psychologue, jardinier, Laszlo Gelabert et Jean-François Drouillet ont la réponse. Après 9 mois de chômage, c'est le grand jour pour Laetitia Girard. Elle commence des cours de menuiserie. Au programme, des exercices de dessin et d'apprentissage de nouveaux outils. À terme, elle veut lancer sa propre affaire. Concrètement, cette formation doit me permettre après de pouvoir concevoir du mobilier selon les envies des gens, donc proposer du mobilier sur mesure. Pour payer, elle a puisé dans ses droits à la formation accumulée quand elle était salariée. L'inscription s'est faite en 2 clics sur son compte personnel de formation, le CPF. Je connecte sur mon compte formation. Et en fait, là, vous avez accès à tout un catalogue de formations. Et ensuite, il suffit d'aller consulter ses droits à la formation. Lancée il y a 1 an, cette application donne un accès à plus de 300 000 formations. Le salarié peut choisir sans passer par son employeur. Parmi les demandes les plus prisées, les langues étrangères. I get on well with him. Agnès Seguin se forme à l'anglais 1 heure par semaine. 7 mois de cours lui ont coûté 1 750 €. Ce n'est pas toujours simple. I don't know. I don't remember. I'm sorry. Mais les progrès sont là pour cette commerciale. J'ai un travail qui peut m'amener à être obligée de parler anglais ou écrire anglais. Donc je fais de la négociation. Alors déjà c'est stressant en français, donc en anglais j'ai vraiment besoin d'être plus à l'aise. Si les cours de langue ont beaucoup de succès, alors bonjour à toutes, écoutez, on est absolument... La star des formations, c'est celle de coach professionnel. Garance Yvernon forme 20 participantes par visioconférence. Elles vont apprendre à accompagner des salariés dans leur choix de carrière.
Dès le premier confinement, on a eu 50% de volume de demandes en plus. Donc en effet, il y a énormément de demandes pour des personnes qui souhaitent se reconvertir ou qui doivent se reconvertir puisqu'elles sont directement impactées par la crise du coronavirus. Que ce soit pour créer son entreprise ou passer un permis de conduire, en un an, plus d'1 million de Français ont déjà profité de leur nouveau compte de formation. Vous faites peut-être partie du million de Français qui, cette année, vont acheter un logement. Aux temps anciens, c'est-à-dire il y a 10 ans, nous épluchions les petites annonces, nous prenions rendez-vous dans une agence immobilière. Aujourd'hui, les jeunes acquéreurs passent le plus souvent par les réseaux sociaux. Les professionnels l'ont compris, ils proposent des visites totalement virtuelles, commentées en direct. Baptiste Guénet et Frédéric Miara ont tenté cette expérience. Petite cuisine aménagée, frigo top. Une caméra 360 pour une visite virtuelle personnalisée. Un petit peu mieux l'appartement, donc n'hésitez pas avec votre souris, vous pouvez faire le 360 et c'est vous qui... Se filmer en présentant un appartement, c'est devenu systématique pour Caroline, gérante d'une agence immobilière à Marseille. Ça permet un peu d'humaniser, j'allais dire, la visite virtuelle pour le coup. Sur sa page YouTube, des visites de biens, mais aussi des vidéos de conseils de rénovation par exemple. Oui, c'est de la communication, c'est du commercial détourné en fait. On ne dit pas achetez mon produit, en fait je vous montre ce que je fais, comment je le fais. Après, en fait, c'est toujours pareil. Peut-être certains vont aimer, vont continuer à nous suivre. Les professionnels de l'immobilier sont-ils en train de devenir des influenceurs? Des photos qui n'ont rien à voir avec son métier, Sébastien, consultant, en poste régulièrement. Vu que j'aime bien les sucreries, ben voilà. Donc, comme ça, tous les gourmands peuvent venir me voir aussi sur les réseaux. J'ai pas mal de clients qui me contactent par les réseaux sociaux et qui m'ont contacté parce que je sortais justement de la ligne du consultant immobilier basique. Ce jour-là, il tourne une vidéo et à la caméra, le responsable digital du réseau pour lequel il travaille. 3, 2... Cet appartement vous a plu? Une communication à moindre coût et qui permet de toucher un maximum de clients. Aujourd'hui, on arrive à avoir une visibilité presque nationale ou régionale tout au moins avec Facebook, Instagram, les réseaux. On peut presque vendre qu'en passant par les réseaux sociaux. Être présent sur les réseaux, constituer une communauté, si les agents immobiliers s'y sont mis sur le tard, c'est aujourd'hui devenu un impératif. D'une part, on a de plus en plus d'agents immobiliers qui sont digitaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'agence immobilière vitrée. Et en plus de ça, eh bien, la crise sanitaire a littéralement accéléré le mouvement où les conseillers immobiliers ne pouvaient plus être sur le terrain, plus rencontrer la population. Donc il fallait trouver un canal pour pouvoir communiquer et se faire connaître. Illustration du rôle prépondérant des réseaux sociaux pendant le confinement, ce consultant a même conclu des ventes sans aucune visite physique. Partons à présent au large de la Corse. C'est la pleine saison de la pêche aux oursins violets. Piquant mais délicieux, la pratique est très réglementée. Elle n'est possible qu'en apnée et en quantité très limitée. Didier Pireschi et Pascal Marcelin ont retenu leur souffle et ils ont été récompensés. Ils se cachent dans les failles rocheuses, se dissimulent dans les algues. C'est un trésor convoité par les pêcheurs et les plaisanciers. Voici l'oursin violet de Méditerranée. 7h30, le port de Saint-Florent se distingue à peine quand Sébastien Guazzelli embarque sur son bateau. Ce pêcheur professionnel nous emmène sur un site bien connu des amateurs d'oursins. C'est une zone du côté de Farinode et à l'entrée du Cap, où il y a pas mal d'oursins. Donc voilà, on va faire une petite plongée ce matin avec le froid, la neige, donc on va se régaler. Cette pêche est autorisée uniquement en hiver, du 15 décembre au mois d'avril. Allez, à poste. Sébastien pratique l'apnée car en Corse, la plongée en bouteille est interdite pour prélever les oursins. J'ai un ami qui m'a embarqué avec lui donc, à la pêche, et avec son père, et qui m'ont donné la passion de ce métier. Les pêcheurs professionnels sont soumis à des quotas. Ils peuvent prélever jusqu'à 500 douzaines d'oursins par semaine. Une licence spéciale a été mise en place cette année pour les contrôler car le produit se fait rare. Ce matin, Sébastien va se limiter à 25 douzaines. Il ne pêche que la quantité qu'il peut vendre et la fermeture des restaurants a réduit ses commandes de moitié. Voilà, le corail va bien charnu. Donc voilà, là c'est un bel oursin. C'est un très très bel oursin.
L'activité est particulièrement surveillée. D'ailleurs, nous sommes interrompus par une patrouille des affaires maritimes. Vous étiez en action de pêche pour les oursins? C'est ça, tout à fait, oui. Alors, là voilà. Sébastien présente sa licence, mais le contrôle ne s'arrête pas là. Vous faites quoi, madame, là? On mesure, voir si la taille réglementaire est bien respectée. Elle est de combien? 5 cm et piquant exclu. Les dérives sont nombreuses. Pas chez les pêcheurs, mais chez les plaisanciers surtout, appâtés par le gain potentiel. Entre 8 et 10 euros la douzaine, les gens ont compris qu'il y avait aussi un moyen d'arrondir ces fins de mois. Et les plaisanciers, pour un nombre limité d'entre eux, il ne faut pas généraliser, feront une forme de concurrence déloyale en vendant régulièrement. Et ça fait partie de nos objectifs de contrôle. Allez, merci de même. Allez, à bientôt. Au revoir. Bonne mer. En cas d'infraction, l'amende peut atteindre 1 500 €. En Corse, ces gardes ne sont pas seuls à veiller sur cette espèce en danger. Il y a aussi ces scientifiques que nous avions rencontrés l'an dernier près de Bastia. Là, on a les plus petits qui doivent être à peu près à 3 mm au niveau du test et les plus gros, ils sont à presque 2 cm. Ils réintroduisent des bébés oursins dans des zones dépeuplées. Les résultats de l'expérience ne sont pas immédiats. Il faut 5 ans pour que cet animal marin atteigne sa taille adulte. La nature a tout de même bénéficié d'un coup de main. L'an dernier, la crise sanitaire avait mis les pêcheurs à l'arrêt. Les colonies d'oursins se sont doucement développées. Pascal Sanchi l'a constaté sur l'étang de Diane, près d'Aléria. Le site abrite aussi des oursins violets. Les oursins ici, c'est particulier aussi. Ils sont très petits, mais très pleins. Il les attrape avec une drôle de perche. C'est efficace? Ah, c'est efficace. Vous allez voir, je vais vous montrer. Cette méthode a quasiment disparu aujourd'hui. Pascal pêche pour le plaisir et va partager ses oursins avec quelques amis. Bon, est-ce que tu as compris? Oui. Allez. Allez, je vais essayer. À toi de jouer. La pêche. Hop Ça là. marche pas à tous les coups quand même avec moi, je vous la rends. Il y en a quand même suffisamment pour une oursinade. Un rituel très prisé en Méditerranée. L'oursin se déguste cru, à peine sorti de l'eau, avec un petit verre de vin. Très goûteux. Très goûteux. Le goût est moins iodé que l'oursin de mer parce que pour ceux qui ne supportent pas trop l'iode, et ils sont bons tout simplement. L'oursin, c'est un trait d'union entre les amis. On fait une ursinade, un peu de vin blanc, 2 huîtres. Bon, et puis en plus, c'est toutes les choses qui ne peuvent pas faire mal. Les populations d'oursins violets avaient tendance à baisser depuis une trentaine d'années. Grâce aux efforts conjugués des scientifiques et des contrôleurs maritimes, leur nombre s'est stabilisé. Le petit animal marin n'est plus menacé. Si vous êtes jogger, facteur, livreur, femme seule ou simple promeneur, il vous est sûrement arrivé de changer de trottoir à l'approche d'un chien que vous sentez agressif. Une étude très sérieuse de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, montre que les chiens les plus gros, les plus impressionnants ne sont pas forcément les plus dangereux. D'autres critères entrent en ligne de compte. Regardez ce reportage de Marie-Laure Bonnemain, Sophie de Vessières et Cécile Madronet. Entre ces deux races de chiens, d'après vous, quelle est la plus dangereuse? On dit que c'est les pitbulls qui vont mordre plus, mais ça dépend comment on les dresse, comment on les apprivoise. Les pitbulls, ça fait un peu peur parce que ils ont des mâchoires et des crocs énormes. Eh bien, c'est faux. Il est vrai que les molosses n'ont pas bonne presse. Avec leur gueule patibulaire et surtout leur étiquette de chiens dangereux, ce sont eux que vous craignez le plus. Et pourtant, les races à l'origine du plus grand nombre de morsures sont en général, les chiens préférés des Français. Les bergers allemands, les labradors ou plus petits, les Jack Russell, sont responsables de plus de 40% des morsures. Et surprise, celles des pitbulls sont quant à elles beaucoup moins nombreuses, autant que celles des cockers. Toutes les races sont potentiellement dangereuses. Les morsures ont donc d'autres causes. Il y a la manière dont il a été éduqué, il y a la manière dont on prend soin de lui à l'instant T, et puis il y a aussi la sensibilité aux petits signaux qu'il peut être capable d'émettre à un moment donné parce qu'il est dans une situation où il n'est pas si bien que ça. Alors pour prévenir au mieux l'accident, il faut reconnaître les signes d'agressivité de son animal. Ça va être le chien qui va regarder un peu partout, le chien qui va être très inquiet, on le sent inquiet. Il regarde, il tourne en rond, il nous regarde, il a les yeux plutôt dilatés parce qu'il est en stress. Ça, c'est des signes, oui. Et en général, il y a un grognement. Un animal est un animal. Même le plus gentil chien comme Hermès, qui est vraiment une boîte à câlins, peut avoir peur, peut vouloir jouer et devenir agressif. 11 000 morsures sont signalées chaque année, mais on les estime à plus de 200 000. C'est pourquoi l'Agence nationale de sécurité sanitaire demande la création d'un observatoire national
afin d'étudier au mieux leur cause. Comme chaque soir, je vous propose d'étancher votre soif d'évasion. Nous allons aussi en profiter pour faire un retour en enfance. Beaucoup d'entre vous ont sans doute fait de la luge, mais à l'âge adulte, c'est beaucoup plus rare. En Suisse, en revanche, c'est un loisir pour tous. Il existe même un curieux engin, mi-vélo, mi-luge, qui sert de moyen de transport. Gaël Charnet et Brice Giresse se sont fait quelques délicieuses frayeurs. Oubliez les pelles en plastique. Bienvenue au royaume de la luge, où derrière les pièces de musée se cachent des bolides, où les Suisses vous enseigneront leur technique. Puis si vous faites des grands virages, vous pouvez encore aider avec les mains. Leur philosophie. On se luge, avec la famille, tout le monde. On va se luger, ouais. Au pays des trains, préparez-vous à luger. Mais avant, il faut tracer la piste. Et cela prend 5 heures chaque nuit. C'est une pente de 12%, c'est pas très pentu. Et si c'est pas damé, ben ça glisse pas. On luge pas. Puis, affûter l'écart comme des skis, avant d'apprendre à piloter. Il faut les diriger avec les pieds. Ici, vous pressez là sur le patin. La luge, en Suisse, c'est un sport. Si vous avez un peu des habits chauds, des bonnes godasses, vous pouvez venir faire de la luge, prendre l'air, voir ce que c'est de la neige. Et puis vous faites ça à 2-3 heures de temps, puis après vous êtes content. Dans cette station des Alpes vaudoises, il y a les skieurs et les lugeurs. Cette piste de 7 km est entièrement faite pour eux. Là où en France cette glisse est réservée à l'après-ski, ils viennent spécialement pour ça. 10 € la location, moins cher qu'un forfait, et visiblement plus divertissant. On descend, on touche et puis voilà, c'est sympa, quoi. On rigole bien. Là, si vous entendez sur les luges, on rigole vraiment, vraiment bien, quoi. Et il n'est pas rare de les voir prendre la pause sur l'une des 7 aires de repos de la piste. On sort le thé, oui, forcément. Le thé, le croissant est déjà parti, alors voilà. On s'amuse, tout bêtement. Elle fut leur moyen de transport pendant des siècles, alors pas question de la fabriquer ailleurs qu'en Suisse. Faire une luge, c'est même tout un art pour cette entreprise depuis 4 générations. Puis ça, c'est ça qui fait qu'on fait gauche-droite, en fait. Ah ben oui, on est fiers des luges, oui, parce qu'elles vont bien. 60 pièces en tout, et des années de recherche pour transformer le traîneau de l'arrière-grand-père en bête de course. Souvent, on voit les gens à 40-45 km/h, mais je pense qu'en recherche de vitesse, c'est 60 de moyenne, puis les pointes, peut-être 80 km/h. Ouais. Ça file. 60 à l'heure, ça c'est pour nous, c'est pas pour les touristes. À une centaine de kilomètres, en Suisse alémanique, Grindelwald. On n'y parle pas la même langue, mais la ferveur est la même. 6 pistes de luge. Regardez sur la carte, qu'est-ce que c'est violet, c'est les pistes de luge. D'ailleurs, dans les remontées mécaniques flambant neuves, vous croiserez de drôles d'engins. Pas de frein. Et si c'est absolument dangereux, on va comme ça. Le vélo Gamel, traduisez vélo luge. Il est unique au monde. Il a beau avoir 100 ans, il peut faire des pointes à 50 km/h, alors accrochez-vous. Il nous emmène au pied de l'Eiger, mythe de l'alpinisme, sur une piste de luge de 12 km, qui serpente au milieu des sapins et où les lugeurs n'ont pas d'âge. Et quand votre vélo n'a pas de vitesse, l'école se grimpe à pied. Mais cela n'a pas l'air de les déranger. Quand c'est plat, il faut marcher et quand ça descend, on peut faire la luge. Mais c'est aussi très sportif, c'est très bien. Il y a un siècle, le vélo Gamel leur servait à livrer le courrier, se rendre à l'école. Les médecins se déplaçaient avec, les enseignants aussi, car autrefois on avait beaucoup plus de neige dans les villages. Aujourd'hui, les routes sont déneigées. Alors cette entreprise de charpente, spécialisée dans la construction de chalets, n'a pas hésité à conserver une ligne de production pour continuer à le fabriquer et l'a même rendu plus performant.
On se les transmet entre générations, mais c'est vrai qu'autrefois, il y avait quelques accidents, alors on s'est dit qu'il fallait le rendre plus stable. Les habitants ont même créé un championnat du monde de vélo Gamel. Il n'aura pas lieu cette année à cause du Covid, mais vous l'aurez compris, sur leurs 600 km de piste, rien n'empêchera jamais les Suisses de luger. Oui, puis avec un verre de fendant, ça descend tout seul. Comme tous les soirs, c'est l'heure de répondre aux nombreuses questions que vous nous posez. Bonsoir, ma chère Alexia Mayer. Bonsoir. Pour partir en vacances, est-ce que je peux prendre la route dans la nuit ou alors très tôt le matin, donc pendant le couvre-feu, pour arriver avant 18h ? Bien non, Gilles, c'était bien tenté, je vous le dis quand même, mais partir en vacances n'est pas un motif dérogatoire au couvre-feu. Tous les motifs vous permettant de circuler entre 18h et 6h du matin figurent sur l'attestation que vous connaissez bien désormais. Et la seule exception, c'est si vous voyagez en train, en avion ou en bus, c'est la cassette de l'attestation. Là, vous pourrez partir avant ou arriver après le couvre-feu. Alexia, je suis vaccinée, je suis en bonne santé, je dois malgré tout faire un test PCR pour me rendre dans un pays étranger, c'est la règle. Ce test peut-il être positif ? Non, votre test PCR ne sera pas positif. En revanche, si vous faites un test sérologique quelques jours après l'injection, là, il sera positif parce que votre organisme aura produit des anticorps. Enfin, question très simple, que beaucoup de Français se posaient au début de l'épidémie, et elle reste valable. Y a-t-il un risque, même minime, de contamination si je bois de l'eau du robinet ? Non, rassurez-vous, il n'y a aucun risque. Pourquoi ? Eh bien parce que l'eau que vous consommez au robinet est traitée. Les virus ne survivent pas. Des contrôles sont même effectués par les agences régionales de santé qui évaluent la qualité de l'eau en se basant sur une 60aine de paramètres bactériologiques, chimiques, etc. Et d'ailleurs, vous pouvez aller consulter la qualité de l'eau que vous buvez chez vous, dans votre commune, sur ce site, regardez qui s'affiche, www.eaupotable.santé.gouv.fr. Ça, c'est une adresse. Je vous en donne une autre plus simple pour poser toutes les questions. L'adresse, vous la connaissez, c'est le 20h vous répond @tf1.fr. C'est quand même beaucoup plus simple. Dans un instant sur LCI, une page spéciale États-Unis. Elisabeth Martichoux reçoit Philippe Labro, grand connaisseur des États-Unis, avant la diffusion du documentaire Trump, itinéraire d'un provocateur. Et puis, petit conseil de lecture pour ceux qui s'intéressent à la télévision. Pouvoir, c'est le titre des mémoires d'Étienne Moujotte avec Patrick Lelay. Il a présidé pendant près de 20 ans aux destinées de TF1 et il revient sur plus d'un demi-siècle passé au cœur des médias avec beaucoup d'anecdotes et de confidences. Dans un instant, la météo glaciale et neigeuse d'Evelyne Delia, puis votre série Je te promets. Demain à 13h, Marie-Sophie Lacaro. Je vous retrouve à 19h45 pour l'édition spéciale, à 20h pour le journal. Bonne soirée à vous, prenez soin de vous et couvrez-vous si vous habitez au nord de la Loire. À demain. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.